Salut Kiki, ça y est, aujourd'hui on va causer de cette robot hyper VT. Alors, le Charo, on en a déjà assez causé. Hein, t'aimes ou t'aimes pas, moi j'aime bien, c'est original, j'avais envie de changer. Ça casse les formes, c'est la base du camouflage. Et je vais rouler avec cette Charo parce qu'elle est efficace, tout simplement. On va comparer ça à des blitz, machin bidule, vraiment travailler à fond pour la compète, je te parle pour le pilote de loisir. Hein. Et qu'est-ce qu'on a équipé dans cette bécane? Là, VT arrive avec un châssis 60-61 qui a été usiné, d'accord. Des cales de train 60-61 qui ont été embouties. La cale de train avant-arrière, c'est celle-là, ici. Elle est usinée. Les tourelles sont en 60-61 usinées. Elles sont de toute façon relativement courtes et c'est pas en GT normalement que tu plies de la tourelle, et la platine supérieure ici est en alu usiné aussi. Tout ça augmente la rigidité du train avant. Sur la version tout terrain, donc le VT, le VS, on avait ici une cale en plastique qui servait de pièce fusible. Selon ton terrain, tu as plus ou moins d'ennuis avec. Moi, j'ai pas eu spécialement d'ennuis avec cette cale en plastique jusqu'à ce que je roule sur un circuit en moquette synthétique. Là, avec l'augmentation d'accroche et quand tu tapes, c'est plus brutal en fait. Effectivement, elle casse. Donc, tu peux acheter la cale d'origine Oahu, c'est vrai qu'elle est chère, une vingtaine d'euros. Il y a des cales chinoises qui sont à 10 balles, je crois qu'il y a même la paire pour 10 balles, l'avant et l'arrière. Perso, l'arrière, jamais eu besoin, que ce soit dans tout terrain ou sur la pista, d'accord. On a des amortos courts qui sont un peu plus couchés. Pas tant que ça non plus. Beaucoup d'engins modernes ont des petites cales de déport ici, l'amorto complètement couché. RC by J, dès qu'il sera lancé, pourra vous faire ça sans problème, d'accord. RC Usinage 34 aussi peut vous les faire en alu. Accessoirement. Tiens, mon petit RC Usinage. Celle-là est déjà équipée des cales de renfort de châssis alu, version pareil, c'est chinois, de 9,90 la paire, ça fait le boulot. Il y a la version d'origine aussi disponible, mais pareil, c'est quasiment le double du prix. Le tout, c'est juste de rigidifier le châssis, c'est pas de solidifier à fond, encore une fois parce que c'est une GT et pas un TT. Je ne reviendrai pas sur le fait que j'adore les diffs au Baowu pour le prix, la longévité, la simplicité de fabrication, pas besoin de caler dans les cellules, tu mets dedans, c'est bon, ça y est. Noir axe de cardan, tout ça, on a un bon rapport qualité-prix aussi entre le prix des choses et le moment où la noix va se bouffer, l'axe va se bouffer. Tu peux remplacer les axes séparément, tu peux monter des axes, je crois Mugen ou X-Ray qui vendent des axes séparément. Donc tu peux les sortir avec un outil pour enlever les axes de chaîne, au marteau, il y a plein de façons de faire. Pour changer juste les axes si tu veux. La machine arrive de base avec les noix normales, il existe des noix légers, existe donc les cales de train en alu de meilleure qualité, existe les tourelles en carbone. Et existe, et celles-là on les a mis ici, je les ai reçues avec de la part de Charles, les plaquettes en carbone ou en graphite pour mettre dans les triangles. Ça sert à quoi? Ça rigidifie le triangle, puisque le plastique est flex. Plus le triangle est rigide, plus la suspension va pouvoir travailler. En tout terrain, c'est pas forcément ce que tu cherches. Le plastoc, le flex, du châssis, tout ça, ça suffit très bien. Surtout plus le terrain accidenté, plus tu as un châssis flex. Par contre, moins le terrain accidenté, plus tu utilises un châssis rigide. En piste, forcément, on est sur un bitume plat, donc on va rester ça. Sauf si tu fais du rallye, donc sur un circuit endommagé, du parking ou n'importe quoi, où tu vas peut-être devoir avoir besoin d'un certain flex. Tu le vois dans certaines de mes vidéos, quand je passe à un endroit où on roule, au Jardiland, on a une petite bosse sur le terrain et tu vois que les engins rigides, les engins vraiment réglés GT, là-bas, ils décollent. Décoller, c'est perdre de l'adhérence. Même si en vol, tu vas plus vite qu'au sol parce qu'il n'y a pas de résistance de roulement. Le problème, c'est le moment où les roues délestent et retapent, tu perds du temps et de la motricité, tout ça, d'accord? C'est là-bas que les engins très souples sont plus à l'aise. C'est pour ça que moi j'aime bien avoir plusieurs engins avec plusieurs réglages. Parce que bien sûr, tu peux avoir une seule voiture et changer tous tes réglages. Après, quand tu bosses, tu peux te permettre d'avoir quoi? Plusieurs modèles avec plusieurs types de suspects. Là, on est en rallye, on est vraiment souple. La hauteur de caisse est plus haute, ça tangue, il y a de la houle. Je peux passer dans la pelouse avec, pas de problème. Là, on est plus rigide sur la suspecte et la transmission. D'accord?
Et là, on est un peu plus souple sur la transmission et la suspension aussi. Tu vois, j'ai vraiment très souple, moyennement souple, très très rigide, etc., etc. Pour les suspects, chacun ses petites habitudes. Moi, j'aime bien avoir une suspension plus ferme à l'avant qu'à l'arrière, que ce soit en tout terrain ou en piste, d'accord. Certains préfèrent la suspension souple devant pour avoir plus de direction. Parce que l'engin, quand tu braques, s'il est rigide, il va tirer plus tout droit que l'engin qui peut un petit peu aller, tu vois, se coucher, lever sa petite patte arrière et du coup passer sur... Si tu regardes, tu fais ici un triangle, tu fais 3 axes, donc tu vas tourner mieux, évidemment, que sur 4. Mais tu vas glisser plus vite aussi, tu vas perdre ton train arrière. Donc chacun peut trouver un petit mélange. Quand tu as un engin qui tourne difficilement, tu augmentes la dureté du diff arrière pour glisser plus de l'arrière et tu assouplis l'avant pour laisser l'avant plonger plus. Si tu as un TT, tu peux faire cette expérience très simple. Tu prends ton TT avec les réglages qu'il a de base, tu vas sur piste, tu vas braquer, tu vas tourner et tu vas voir qu'il va aller plus ou moins tout droit. Et plus tu vas durcir ton avant, par exemple, le Moya est un très bel exemple pour ça, tu durcis complètement l'avant, il va complètement sous-virer, alors que quand l'avant est complètement mou, même s'il s'effondre devant le virage, il va tourner plus facilement. Donc moi, j'ai pas durci au niveau des ressorts, j'ai durci au niveau des huiles, d'accord. Tu vois que la réaction est très lente à la remontée. C'est un engin prévu circuit, donc normalement je ne suis pas censé passer plein de bosses. Mais sur l'arrière, j'aime bien quand même que la machine puisse squatter tranquille, encaisser le choc, tu vois, et pouvoir décrocher un petit peu avant que les roues ne décollent du sol. Certains aiment bien rouler complètement rigide, il y a des engins qui n'ont pas de suspension, parce que c'est vrai que si tu as un beau billard, un circuit vraiment super lisse, tu n'as pas besoin de suspension en fait. Mais nous, c'est pas notre cas. Il faut trouver ton petit mélange. Au niveau des huiles, là, à l'arrière, je suis tranquillement en 20 000 CST. On a durci un petit peu par rapport à ce que j'avais sur les autres. On est resté souple au centre. On est passé juste à 150 000. Ouais, 150 000 par là. Et devant, j'ai mis 300 000. Donc on est plus dur de l'avant que du centre. Pour changer. Parce que là, je suis plus dur au centre. Celle-là est réglée aussi comme celle-là sur les huiles de diff, mais pas sur suspect. Et l'autre, évidemment, elle a un spool au centre et de 500 000 devant. Donc des réactions totalement différentes. J'ai pas fait cette machine non plus pour bombarder. On a quand même équipé avec le Hobby-Wing G2 et on va rouler en 4S. Tranquille. On a mis un pignon de 19 avec le 2250 kV. Pour petit rappel, la VT avec le châssis rallongé, je roulais en 2050 kV avec un pignon de 21 en 6S. On était un peu plus de 100. Là, donc, on pourrait monter un pignon de 21 aussi, tu me diras. Mais je vais rattraper le reste sur le mode turbo. Comme ça, la machine, dans les portions lentes, elle sera bien précise à rouler, souple, elle ne tirera pas fort sur le moulin, parce que le rapport de transmission n'est pas encore trop gros. Et sur la ligne droite, on compensera tout le reste avec le turbo. Je préfère définitivement les moteurs longs aux moteurs courts. Pour ce petit cheval de plus, là, moi j'aime bien. On va pas le faire forcer parce qu'on va l'utiliser qu'en 4. On pourra toujours l'utiliser en 6. Il faudra juste faire gaffe, comme dit, attention, quand vous utilisez du 6S, gaffe avec le mode turbo, de ne pas aller trop loin au niveau de rotation max. En 4S, je pense que c'est même pas physiquement possible d'y arriver. Même avec le turbo à donf, à mon avis, tu n'arriveras pas à la limite RPM du moteur. Donc le moment où le rotor va éclater, l'aimant va lâcher. Par contre, c'est sûr qu'au niveau conso, tu vas tirer dessus. La machine, je ne l'ai pas spécialement nettoyée. J'ai mis un petit coup de pinceau, un petit coup de brosse à dents au passage en travaillant dessus, mais pas plus. Parce que elle va sortir rouler. J'ai dit 4S, mais au MVHS, vu la longueur de la ligne droite, il y a quand même pas mal de chances qu'elle finisse en 6. Point important. Cette machine est équipée de pistons 2 trous uniquement. C'est pour ça que l'avant, là, origine, elle est hyper ferme. Je comprends que la personne qui l'a vendu, Charles RC57 l'avait acheté d'occasion et finalement on ne l'a pas utilisé. Je ne sais plus si elle l'a utilisé, il n'était pas à l'aise avec. Ou il s'est pas pris le temps, il nous dira ça bien sûr dans les commentaires. Ça ne m'étonne pas que la personne qui l'ait vendu, aussi l'ait vendu alors qu'il n'a pas beaucoup roulé. Déjà, elle a été hyper mal réglée. Donc elle a été réglée basse. Beaucoup de gens qui roulent piste sont persuadés qu'il faut absolument être bas. Chaque fois que ton châssis frotte, accroche, touche, ta roue glisse, perte de motricité, tu perds du temps. Il ne faut pas que ça frotte.
c'est sûr qu'il faut être suffisamment bas pour diminuer le roulis, mais si ton circuit n'est pas parfaitement lisse, tu ne pourras pas profiter de cet avantage. Il faut trouver un bon mix entre les deux, d'accord? À l'arrière, pareil, huile d'origine, piston d'origine, donc l'arrière était aussi ferme que ça, ce qui fait que l'arrière, en fait, ce genre d'engin, tu vois, moi je l'ai réglé de façon à ce que, justement, s'il y a un choc, petit décollement, tu vois, on absorbe le choc, on a du rebond, tranquille. À l'avant, c'est plus ferme, mais il y a plus de poids. Les pistons de trou qui étaient là-dedans, surtout un des deux, était mal percé. Donc on avait un amorto beaucoup plus ferme que l'autre. Et de toute façon, même avec le tarage à fond, à l'arrière, on a tellement peu de poids. Avec le tarage à fond et l'huile qu'il y avait dedans, le machin, quand t'appuyais, ça restait en bas. Donc j'ai juste tout simplement passé une pointe à tracer dans les trous et j'ai mis de la 150 CST, d'accord? Le baou en général, mais de la 30V, ça correspond à peu près à 350 CST. Là derrière, j'ai mis de la 150 CST et là, tu vois, on est vraiment souple. Tu vois, ça remonte beaucoup plus vite, on est beaucoup plus réactif, mais on est bien moelleux. On verra donc ce que ça donne sur le circuit. Me manquait la boîte radio avec. Beaucoup sont persuadés que cette boîte radio au bas est rikiki et que les récepteurs ne rentrent pas. La boîte radio au bas est assez grande. Accessoirement pour rentrer ça. Les récepteurs à l'ancienne de cette taille passent dans la boîte au bas. Les récepteurs plus récents ne font que cette taille. Alors si ça rentre, il n'y a pas de raison de ne pas réussir à rentrer ça. Il faut mettre le récepteur debout. Les câbles sont contre la paroi, tu glisses dedans, tu as la place pour mettre les câbles. Et c'est tout. Ça rentre, il n'y a pas besoin de chipoter de midi à 14. Ça ne rentrera pas si tu as un récepteur, par contre, sans antenne. Bon, je suis pas fan parce que tu le laisses dehors avec les câbles juste tortillonnés. Moi, j'aime bien les boîtes radio. Sur le groupe Facebook, dernièrement, on a vu quelqu'un qui a fait une boîte radio avec le jaune du Kinder Surprise. La boîte jaune du Kinder Surprise, c'était très malin ce que tu as fait là. Parce que la boîte, elle est quand même quasi... Enfin, elle est étanche, cette satanée boîte Kinder Surprise. Donc il a passé les câbles au cul en utilisant un passe-fil. Il a mis le récepteur dedans. Il a tout branché, il a fermé la boîte. Et la boîte, il l'a passé avec un rilsan ici. Donc c'est compact. C'est aérodynamique en plus, parce que là, on ne peut pas parler d'aérodynamique. C'est léger, c'est pas cher, c'est efficace. Et je pense que c'est plus étanche que beaucoup de boîtes radio. Donc, moi j'aime bien ce genre de délire. C'est pas mal. Ça permet de ranger tous les câbles. Là aussi, pour les besoins du nettoyage de l'intervention rapide, on a laissé les câbles ici, moteur, ventilo au-dessus. Moi j'aime bien les passer en dessous. Comme ça, c'est propre, rangé, invisible. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il faut aller débrancher là-dedans. Là, j'enlève 4 vis pour enlever cerveau et récepteur. J'ouvre le rilsan. Le reste, je ne le coupe pas, je l'ouvre. Le vario est velcroté. Il y a 2 vis ici enlevées et j'ai sorti mon moteur. J'ai utilisé un support ventilo au bas haut. J'en avais un rap de mes engins où je ne les ai pas montés parce que c'est normalement prévu pour 40. Lui, il n'est pas tout à fait en 42, donc ça tient bien dessus. Enfin, voilà, en roulant, il va peut-être se barrer. Hein, c'est tout. Les câbles sont rangés là. J'ai volontairement mis le moteur par là, puisqu'il a les trous M3, M4. Et le chariot ici est prévu en M3. Donc gaffe si tu prends un moteur qui a que du M4. Du coup, les câbles, ils sont propres là. J'ai pas besoin de les fixer. Ils vont pas trop se balader. Pour l'instant, on va faire l'essai avec une vieille Jens Bashing 50C encore. 5000, relativement légère. On recherche, j'ai pas recherché à faire un engin léger, hein, sinon je n'aurais pas utilisé ce combo là, c'est certain. Ce combo est quand même relativement lourd. Je vais vite la peser quand même avec la batterie donc à bord qui fait 420 grammes par là. Un cerveau 9 e-mode brushless. Le vario sort 7.4, donc on lui a mis 7.4, donc la vitesse est bonne de ce cerveau. 3 kg 900, enfin 870. Tiens, je suis étonné. 3 kg 870 équipé. Oui, mais on n'est que en 4S, c'est pour ça. Donc avec la 6S, on sera bien évidemment à 4 kg. Si tu te poses la question pourquoi ces satanés GT sont plus lourdes que les buggy, c'est la carrosserie. Sur le buggy, tu as peut-être le support d'aileron, mais il n'est pas énorme. Tu as un aileron aussi, là tu l'as aussi, mais c'est vraiment la carreau en plus qui fait la différence.
Le combo, comme dit, il est un peu lourdeau quand même. Là, attention, les pneus mousse, c'est peut-être super léger aussi par rapport aux autres. Parce que là, j'en prends les pneus mousse que Charles m'a laissé avec. Donc, on va faire ça comme ça. Donc, on va aller tester cette bagnole. On va la rouler comme ça. Bien sûr, les angles de direction ont été faits. Les angles, les butées de cerveau et les angles maxi, tout ça. J'ai mis, comme sur mes autres pistes, la WeFly 9, X9, donc la WFly X9. Ce que j'aime bien pour les petites pistards. La radio des pistards, en général, j'y fais plus attention. Elle finit moins dans la boue et la saleté, la flotte, tout ça. Encore la flotte, pas sûr. Et c'est pour ça que j'affectionne tant ces Baos. Prix d'achat de ce genre de châssis neuf, bon maintenant ça va augmenter, mais 250-280 euros, t'en trouves quand même. D'accord. Tu mets un combo, t'es pas obligé de faire cher, tu peux prendre un Robitronic 6S, je te conseille le 6. Le 4 ça va, mais si tu roules loisir, tu mets 6, tu mets pas un pignon trop gros, tu te mets en 2000 kV et tu fais pas chauffer tout simplement, tu profites, tu peux faire des runs, des sessions de 20-25 minutes sur circuit. Tu prends un servo standard 15-20 kg. Je te conseille un brushless pour la vitesse tout simplement. Au début, tu feras peut-être. Ça sera peut-être. Vous avez vu le piège, je vous l'ai montré, avec un servo trop rapide. Il y a des pièges avec le cerveau trop long et des pièges avec le cerveau trop rapide. C'est pas évident de te trouver ton juste milieu. Au départ, tu sais pas, donc tu vas prendre quelque chose. Je te conseille toujours de prendre un cerveau qui reste sous 0,12 secondes. En TT, tu peux être sous 0,15. En piste, reste sous 0,12 secondes. Vraiment au plus lent. Les 0,0 quelque chose secondes, si tu es débutant, ça ne te servira pas. Tu n'en profiteras pas et au contraire, ça va te poser d'autres problèmes. Si tu as une radio programmable, tu pourras brider la vitesse de retour du cerveau. Certes, c'est un fait. Mais là, on te parle de partir d'un budget tranquille. Donc 280 balles, 150 balles le combo, 25-30 euros le cerveau, 30-35 euros une Dumbo RC. Les pneus qui sont livrés avec sont pas géniaux, mais ils te permettent déjà de découvrir un peu la machine, de la prendre en main. Et après, tu passes sur ce que tu as envie. GRP, PMT, SP Racing. Il faut trouver la gomme qui te convient, avec la dureté qui te convient, avec ton style de conduite qui te convient. D'origine, la machine qui arrive avec les deux pistons, l'huile à l'arrière trop dure. Si tu ne veux pas changer l'huile, tu peux tout simplement percer le piston. Tu prends un foret de 2 mm et un des deux trous, tu le perces à 2. Tu regardes ce que ça donne, ça ne suffit pas, tu fais le deuxième, parce que par défaut ils sont 1, je crois, 1 ou un 2. Mais normalement, 1 devrait suffire. Tu peux tout récupérer proprement l'huile. Honnêtement, si tu perces doucement, tu vas passer dans le téflon, tu vas faire ta petite tortillette là. Là, tu fais marche arrière et tu récupères ta tortillette. Tu restes bien goûter l'huile. Tu peux remonter. Mais il est fou, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait la simplicité pour le loisir. N'oubliez pas ça sur cette chaîne, d'accord? Les chipoteurs peuvent chipoter, ils sont bienvenus aussi, d'accord? Mais laissez les non-chipoteux ne pas chipoter. Il y a un pignon qui est fourni avec le châssis qui est normalement un 16, je crois. 16 ou 18, je ne sais même plus depuis le temps que j'ai plus pris de ce roller en neuf. Si tu prends le Robitronic 2200 kV avec le 16 en 4S, tu seras déjà bien. Aussi 16, tu seras vraiment sympa. N'hésite pas. Alors oui, c'est toujours compliqué bien sûr. Est-ce que je vais prendre 4? Est-ce que je vais prendre 6? Si tu prends 6, bride à la radio. La Dumbo RC par exemple est bridable. Il y a plein d'autres radios qui sont bridables, n'hésite pas à brider. Le problème, c'est, je te l'ai dit, c'est la discipline. Parce que tu vas brider, après tu sais que tu peux aller plus vite, tu vas mettre plus vite parce que sur la ligne droite, tu vas aller vite. Et là, tu vas louper ton freinage, tu vas cracher ta bagnole, tu vas la déglinguer. Et ça va te saouler. D'accord? Donc pense à ça. Moi, je préfère rouler en 6 avec, comme dit, un pignon pas trop gros et pas trop de KV. 75-80 de Vmax sur un petit circuit que tu te fais sur un parking ou sur un circuit de base. Ça va très bien. Je m'éclate aussi bien sûr en roulant 110-120 en MVHS ou sur le parking on peut faire des lignes droites un peu plus balèzes entre 90 et 100. Mais c'est juste un petit moment, tu vois. Sur le parking on a l'avantage qu'on a du dégagement. Quand on loupe le freinage, on va pas dans le mur ni dans le trottoir. Sur les circuits, il y a souvent les grillages, les poteaux, les trucs, les infrastructures à côté. Non, hein. Donc faites gaffe à ça. Ouais, donc 250, on va partir, disons 300. Allez, cette année Covid et augmentation bidon, 300 balles, 450, 550 euros. Il faudrait dire moins de 600 balles avec les pneus, en gros. Tu vois comme le budget grimpe vite, même si la voiture n'est pas chère au début. Imagine la même chose si tu prends un châssis beaucoup plus cher
type compétition, où le châssis déjà te coûte 650 à 850 euros. Tu peux aussi mettre la même électronique pas chère dedans, mais là-bas c'est un peu dommage. Il faut savoir que cette machine, Seb 90 RS, avec 7 caisses, avec un coup de patte de réglage de la part de Claude, est dans les meilleurs tours chrono du circuit du SAM 68, tout simplement. En ayant dépensé la moitié de ce que dépensent les autres en roulant en X-Ray et grosses marques et compagnie. Donc pour les gens pointueux qui aiment du propre et tout, c'est tout à fait normal, on comprend tout à fait que vous allez vous diriger vers ça. C'est beau X-Ray, c'est beau, c'est chouette, S-Works la dernière, elle est belle. Tout ça, je comprends tout à fait, tout le monde vous comprend. Mais laissez-nous, les gens qui aiment pas trop dépenser parce qu'on va faire un peu de rallye, un peu de touchette, et que ça nous fera pas mal de mettre ça dans le décor, tout simplement. Parce qu'on claque pas en châssis, on peut l'avoir en lipo en plus. Tu vois, hein, ou en plus de gomme ou n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que le matos est fiable, il est durable, et un rapport qualité-prix est juste top. J'espère que d'autres marques comme FS Racing vont se réveiller. Mais sur là, on n'a pas encore les plastiques au point de ça, d'accord. On n'a déjà pas d'ennui bizarre de diff, ça c'est chouette. La transmission est fiable, ça me fait plaisir. Donc j'espère vraiment que Mignon va nous pondre un petit quelque chose de GT. J'espère que HNR va nous pondre une GT. Avec le slipper et le diff, on serait bien quand même. Hein. Là, franchement, on serait bien. En plus, ce châssis est relativement rigide. Donc, je vais bien avec des essieux plus courts et en mode GT. Nikon pourrait aussi nous pondre un truc bien, parce qu'ils savent faire des trucs bien, n'est-ce pas? Kakapit a déjà les SC, il pourrait faire une version. Alors, je suis pas super fan par contre de faire une. Tu vois, en partant du K1 V2, faire une GT Super Light en 3S. J'ai testé à maintes reprises des engins légers en 3S sur la piste. Le problème est toujours le même, l'endurance de la mécanique à bord. Plus petit différentiel, plus petites dents. Les axes de diff qui chauffent tu sais, les axes de satellite qui chauffent à l'intérieur du diff. Les cardans plus petits, les noix plus petits, avec des roues et un huitième monté dessus qui ont donc un super grip. Tu vois, ça fait souffrir la transmission. On a essayé plein d'engins comme ça, des petits indices, des SC indices qu'on a passé en piste. En plus en 3S ça chauffe à mort, c'est l'erreur qu'a fait Arma avec sa série 3S pour la piste, là ça chauffe beaucoup trop, c'est pas sympa. Un engin comme ça en 6S avec un 2000 kV, 1800 2000 kV avec un pignon de 16, où tu mets un 2000 avec un pignon, tu descends un peu ton pignon 15-14, avec des 20 max à 80 aux alentours comme ça. On dit tu peux faire des runs de 20-25 minutes et tu peux enchaîner tes runs, tu peux rouler, tu surchauffes pas, tu cuis pas, tu casses pas. Les roulements qui sont livrés avec, sortis de la boîte, tiennent le coup, c'est cool. Les petits roulements indices, ils vont chauffer au 3e, 4e pack, je te promets. Tu prends la roue par rapport au premier pack, au 4e pack. Quand je dis 4e pack, c'est pas des packs de compétiteurs, hein, des packs de 6-10 minutes. Hein. Parce qu'il y en a qui font des vidéos et te disent ouais, j'ai fait 100 packs avec mon Techno RC, 200, 300, 600 packs, X-Ray, machin, bidule. Des packs de 6-10 minutes. Donc 100 packs de 10 minutes, tu vois, c'est toujours moins long que toi. 100 packs de 25 minutes. Donc c'est pas toujours un rapport. Donc moi je reste dans le domaine du loisir là. Donc tu fais tes 3-4 packs, tu fais en 1h30, tes 2 heures de run d'affilée avec ton petit indice, les diffs vont galérer, je te promets, les roulements vont commencer à en avoir marre, il y a des caisses qui tiennent pas du tout. Je vous déconseille absolument, et ça c'est un fait, je vous le déconseille vraiment et absolument, de prendre des bases de Hobbytech B8 SL ou des Revolt Survolt, de les transformer en GT piste. Si vous roulez cool, pour le plaisir de rouler cool avec une carreau GT, ok. Mais si tu vas aller sur un circuit et commencer à faire des chronos, non. Tu vas user ta machine vitesse grand V. En tout terrain, on a les chocs, on a le machin, mais les roues patinent, ça glisse. En GT, quand les pneus sont chauds, ça colle, donc on a une motricité énorme. Et la transmission souffre plus sur une GT8 dans ces conditions-là que sur un TT. Tout simplement. Donc faites attention à ça. Vraiment, même sur n'importe quel SC indice, tu le transformes en pistard d'un 8. Tu vas mettre les adaptateurs, les roues, tu vas rouler en 4S.
la méca va avoir du mal. Il y a des super machines de super qualité qui tiennent le coup, mais elles ont quand même plus de mal dans l'endurance par rapport, si tu prends le Techno Buggy 8 Superlight, tu le transformes en GT8, il sera de loin pas aussi solide qu'un Techno machin bidule 48 V2, un 8ème utilisé en GT, d'accord? Donc faites gaffe à ça. Respectez la machine. Tu as une machine légère que tu veux passer en piste en GT8, tu roules plus cool que ça, tout simplement. Et quand on voit le prix, puisque ça coûte ça, genre tu pars les RTR, les 4S, je crois, à 450 euros, entre 450 et 550 euros, tu as les Obao RTR, là. Il y a un super cerveau, il y a une bonne radio qui est bridable. Le Vario 4S sans paire, je suis pas un grand fan. Je conseille vraiment de prendre le 6, même si tu roules qu'en 4. Euh, le moteur qui est à bord, donc c'est pas le meilleur. On aurait préféré avoir un rebadge du moteur Obi-Wing aussi. C'est pour ça, moi perso, je préfère prendre le roller avec le combo Orbitronic, tout simplement. Je suis pas un grand fan de ce moteur, mais la V2 est quand même beaucoup mieux que la V1. Ça, c'est sûr. Le premier moteur que Obao mettait dans les kits RTR, on a vécu un problème. Donc voilà. Tu n'es pas obligé de mettre, comme dit là, les options à lui, je les avais avec. J'ai acheté d'occasion, elles étaient déjà dessus. Les plaques en graphite aussi, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu la prends comme elle est. Après, c'est très con de la part de beaucoup de constructeurs. Mais quelles sont les deux choses principales qui vous font au départ acheter une caisse? La carreau et les roues. Pourtant, ce sont deux postes de prix très importants. Les carreaux, ça va vite, 50-60 euros plus peinture. Donc tu te trouves selon les carrosseries entre 60 et 100 balles en un 8ème ou un 7ème. N'est-ce pas? Pneumatique, c'est à 20 balles la paire. Donc 40 balles, entre 40 et 60 balles le train selon les marques de pneumatiques. Donc ça fait mal. En GT, on a la chance, on trouve souvent des belles jantes. Ils n'ont pas pris le truc dingo des buggy, truggy, TT 8 qui, avec leur truc à disque, ils montent des moches. Mais tu vois, c'est ce qui pose un peu problème à cette caisse. Peu de monde aime la carreau de la VT. Mais si tu la vois de près avec les formes, si tu fais la peinture comme il faut, tu peux ressortir plus ou moins l'autre forme. Il y a moyen de faire quelque chose de sympa avec cette carreau de VT quand même au final. Elle est solide. Elle est solide et tu peux toujours par la suite, parce qu'elle est moche, justement, ça te fera pas mal au départ de gratter à gauche, à droite, toucher les concurrents, emmener la séparation des stands ou ce genre de choses, et de prendre une belle carreau par la suite. Pour tout ce qui est carreau de GT8 et Rallye, chez Elsace Body RC, il y a plusieurs choix de carrosserie, d'accord, que ce soit en Rallye ou en GT8. Si tu veux de la carreau renforcée, existe donc en couleur en plus. Il y a des fabricants Lexan comme deltaplastic.com ou .it. C'est un peu chiant à trouver parce que tu vas tomber sur le site américain, mais il faut trouver le site européen parce qu'ils sont en Italie, c'est moins cher pour les frais de port et tu n'as pas la douane. Qui font, je crois, une vingtaine de carrosseries. On a vraiment plein de carrosseries. Ah, Team Undercover, c'est ce que je cherchais. TEAM, espace Undercover, UNDER, COVER. Ce sont des Allemands. Donc là-bas, tu auras les frais de port DHL 9,90 par défaut. Par exemple, ils ont plein de carrosseries TP Racing. Donc le camion qui va sur cette machine, est disponible chez eux. Et un prix, crois-moi, va avoir le prix, c'est pas 70-80 balles. C'est, je crois, 40 ou 50 euros la carreau. Ils ont de la Audi, de la Porsche, de tout ce que tu veux en 325, en 370 mm, donc en GT2, en GTB, c'est-à-dire ça c'est un Anthrax de 325 en gros. Hein. Les autres sont 360, 370, donc les carreaux plus longs, et tu as de la Porsche, de la Audi, et Vince, RC Bash Brother, passez voir sa chaîne, à la BMW. T'as vu, je l'ai dit en français cette fois. Ah, la BMW, elle est absolument superbe et elles sont pas chères. Et les frais de port sont pas délirants et elles sont solides. Donc tu as vraiment un gros choix de carreaux. Donc pensez-y quand vous achetez une caisse. C'est vrai que ça aurait été cool aussi de la part de Obao de faire la caisse sans roue ou sans carreaux. Un châssis à poil 200 balles. Donc 200 balles c'est ce que coûte Tamiya 1/10 d'Arc Impact loisir. Tu vois un petit peu le rapport de prix là par rapport à ce que tu fais. Le buggy c'est pareil. Hein. Et d'avoir un choix derrière. Donc moi j'attends impatiemment que
Kakapitz, KDM, Yikon et HNR, tout ça, se mettent à nous faire des GT8 pour aller bousculer un petit peu cette foule de machines de fou, parce que tu trouves pas grand chose en pas trop cher, honnêtement. Il y a beaucoup de marques de compète, hein, X-Ray, Serpent, machin, c'est des caisses comme des 650-850 balles, châssis à poil, sans roue, sans carreau, sans rien. Donc tu es parti sur un budget de 1200-1300 euros en gros. Là on est à la moitié du prix. Et tu peux aligner les mêmes paires. Oh ça les énerve, hein, mais bon, bah, c'est comme ça. Cauchoise. Moi ça me convient pour ce que j'en fais, d'accord. Je suis pas trop gourmand sur les perfs, je veux pas péter le chrono, je veux juste m'amuser. Donc ce genre d'engin me convient tout à fait. Et dans cette gamme de prix, il n'y a pas grand chose d'autre. Ça c'est un peu dommage. C'est vraiment, ça m'embête. Ça m'embête et ce serait chouette parce que peut-être que les autres commenceraient peut-être un peu à se dire ouais oh là, faut qu'on tire un petit peu le frein à main sur les tarots, on est en train de dérailler grave avec nos tarots à 650-850 balles le châssis, puisque les autres sont capables de faire des caisses à la moitié du prix qui arrivent déjà à nous suivre côté performance, du pas qui sont mieux, qui passent à côté ni quoi que ce soit ou qui vont durer plus longtemps, mais qui arrivent déjà dans des chronos similaires. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais bien que ça se calme un petit peu ces histoires d'élitisme là, des modèles de compète là, de fou. Parce que honnêtement, 2018-2019, tu trouvais encore des châssis de marque de compétition à 550 euros. 500-550. Entre 450 même et 550, la S-Works par exemple, tu attends toujours la fin de la saison en fait. Quand elle sort, les machines sont chères, tu attends la fin de la saison, elle est un peu moins chère. Donc tu attends la fin de la saison pour choper les modèles pour le loisir. Tu t'en tirais en gros à 100 balles de moins qu'elles étaient sorties au départ. Donc on avait quand même des châssis de compétition qui étaient accessibles dans les 450 euros. Tu vois. Mais là on est à beaucoup plus, beaucoup trop. Les kikis. Tous ceux qui ont des Wao Hyper VT, je veux vous en entendre parler. Est-ce que vous avez pris le RTR 4S6S? Quel moteur vous avez mis? Quel pneu vous avez monté? Qu'est-ce que vous avez fait avec la carreau, côté peinture? Qu'est-ce que vous avez mis comme autre carrosserie? Si vous l'avez transformé, en quoi vous l'avez transformé? Et etc. Si tu as un buggy que tu passes en piste, la chose qui change, c'est le châssis. Les châssis de GT sont plats, on n'a pas d'angle de chasse à l'avant, on n'en a pas besoin puisqu'il n'y a pas d'obstacle. D'accord. À l'arrière, ils ont laissé l'angle de chasse du TT. Ça ne dérange pas à l'arrière parce qu'il n'y a pas de direction, c'est fixe. Mais on pourrait presque s'en passer à l'arrière aussi. Enfin, quand tu as vraiment un circuit, si tu roules sur un circuit complet, je pense que l'angle de chasse arrière en piste, tu n'en auras pas bien besoin non plus. On se revoit sur le circuit. Et vous verrez, en roulant, même si ça te semble bizarre maintenant, en roulant, ça va être funky. Un coup à gauche, un coup à droite, bleu, orange. Ça va être bien, je t'assure. Si. Et moi, je me réjouis parce que... Non, pas à cause de l'autre clown. Ça, c'est permanent avec, depuis qu'il est là. Hein. Il y a le boulanger. Parrain, le boulanger. Qui m'a fait déposer 2 colis pour vous. D'accord? Il y a 2 cartons là. Comme ça. Qui sont pour vous. Et je pense qu'on fera l'unbox du dimanche avec ça. Comme dit, moi je vais me calmer sur mes neufs. Je vais finir déjà ce qu'il y a là-haut. On va continuer les tests là-dessus. On va faire un peu mollo cette année. Et on reverra l'année prochaine si ça nous reprend une petite fièvre de nouveautés. Pour l'instant, voilà. Je veux profiter de ce que j'ai là. Et j'ai pas autant de temps qu'avant. Je peux pas tout faire, tout simplement. Et niveau budget aussi, acheter tout ce matos neuf, tu le roules un petit peu, tu le revends beaucoup moins cher. Donc il y a beaucoup d'argent qui est parti dans cette série de unbox du dimanche de nouveautés sans arrêt. On a facilement planté 5-6 000 euros. Entre l'achat, les tests, les machins, quelques réparations et revendu les machines derrière, moins cher parce que c'est occasion. Pas de mystère. Pour vous dire un petit peu le budget du garage, il passe.
Bonne journée les gars.